Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, Bien dans son job, cumuler les patrons pour ne plus avoir de patron. Tiens, ça c'est peut-être un concept intéressant. On en parlera avec Catherine Magendie, elle est DRH à temps partagé et va nous expliquer son histoire et ses semaines aussi, parce que c'est pas si simple. Smart et réglo, la semaine des 4 jours, oui, ça commence à prendre de l'ampleur. On en parlera avec une avocate, Myriam de Gaudusson, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéressera au futur du travail. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On s'intéressera à l'intelligence artificielle, au métaverse et puis au travail des RH qui est transformé, percuté évidemment par les enjeux numériques. Et puis on parlera de cette génération Z qui challenge aussi évidemment les RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les métiers porteurs de la gestion immobilière. Ils recrutent. On en parlera avec Delphine Merle, cofondatrice de White Bird. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors, on a intitulé ne plus cumuler les patrons pour ne plus en avoir, parce qu'on va parler dans un instant de ceux qui partagent leur temps de travail entre plusieurs employeurs. Alors, ils sont en prestation, ils sont en conseil, ils sont parfois salariés. Et c'est le cas de Catherine Magendie. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous êtes une DRH un peu pas comme les autres, parce que vous cumulez, vous, les entreprises. Chaque jour, vous emmenez votre ordinateur et votre mallette et vous poussez la porte d'une entreprise différentes, 5 entreprises. Plus de 5 entreprises, entre 8 et 10, en fonction des périodes, puisque ça va de la TPE à la PME, voire dans certains rôles davantage de RH de transition, avec des PME grandissantes, limite ETI, et du coup qui ont besoin d'avoir des consultants RH qui viennent les accompagner. Donc en fait, je cumule à la fois les métiers, à la fois les entreprises et à la fois les statuts, puisque parfois je suis salarié, parfois je suis prestataire en DRH de transition et parfois je suis à mon compte pour accompagner les entreprises que j'accompagne en direct. Ça, c'est passionnant. On aime bien savoir dans cette rubrique comment on arrive à cette situation, parce que quand on est DRH, on a une valeur ajoutée. Vous avez été DRH, salarié, classique, dans des petites, grandes, moyennes entreprises. Ouais, tout à fait. Pourquoi ça a basculé? Comment ça s'est passé? Peut-être l'expérience a fait que petit à petit, je retrouvais un petit peu toujours les mêmes problématiques. Quand on est DRH dans une entreprise, on est souvent référent sur un certain nombre de sujets. Parfois, on ne partage pas toujours les mêmes valeurs. On a besoin d'être fort sur nos positions, nos convictions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Et on est souvent très impacté du coup par le quotidien, la vie du quotidien, des collaborateurs, des décisions, parfois des périodes de crise. Et moi, j'ai eu envie d'apporter cette expérience-là plutôt à des PME qui sont, elles, demandeuses et peut-être plus reconnaissantes aussi de la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. À la fois très opérationnelle dans leur quotidien, dans la rédaction des contrats de travail, dans le suivi de leurs salariés, dans leurs évolutions, dans la mise en conformité aussi, parce qu'il y a beaucoup de contraintes RH aujourd'hui pour les entreprises. Catherine, vous me dites finalement qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe quand on est, et ça c'est vrai pour les DRH et pour d'autres, c'était en tout cas ça. Pas pour tout le monde, mais c'était ma part. Et puis, est-ce qu'on peut le dire maintenant que vous avez du recul, on vous entend plus quand vous poussez la porte d'une PME ou d'une grande entreprise, d'ailleurs, quand on est un peu de l'extérieur, que quand on est DRH autour du COMEX et on dit, bon, écoutez, les DRH, ça va. Vous l'avez ressenti, ça? C'est exactement ça. Non, mais voilà. Oui, c'est vrai, c'est très bien dit, c'est ça. En effet, quand on arrive avec cette parole extérieure, on est davantage écouté, on est considéré comme un expert aussi. Exactement. Et ce qu'on n'est plus vraiment au sein d'une entreprise avec le temps passant et effectivement au sein d'un codir où finalement le business doit être prioritaire, ce qui est normal, aussi dans une TPE, aussi dans une PME. Mais le dirigeant d'une PME, il a d'autres choses à faire et donc il fait confiance. Il fait confiance et il donne vraiment cette force au RH dont il a besoin aujourd'hui. Donc ce statut hybride de chef d'entreprise, parce que vous êtes chef d'entreprise, aussi, ça vous oblige effectivement à avoir une gestion beaucoup plus millimétrée de vos clients, parce qu'il faut consacrer le lundi pour l'entreprise A, il faut que l'après-midi vous alliez à l'autre bout d'Île-de-France pour l'entreprise B. Enfin, c'est pas rien quand même, ça change la vie. Une certaine gymnastique intellectuelle permanente, en tout cas de gestion
10 boîtes mail différentes. Je suis spécialiste de Slack, Teams et autres réseaux internes d'entreprises de communication. Effectivement, je suis DRH à temps partagé ou consultante RH, donc je dédie certaines journées complètement à certaines entreprises où je suis physiquement chez eux, où on focus sur leurs sujets par demi-journée ou par journée entière en fonction de l'effectif de l'entreprise. En fait, on évalue le temps utile et nécessaire de présence. Ça, c'est important, ça, le chef d'entreprise doit bien calculer. Je suis leur DRH toute la semaine. Donc, toute la semaine, je réponds au fil de l'eau, aux besoins, aux et tout ça s'enchevêtre. Et tout ça s'enchevêtre. Donc, effectivement, ça demande petite organisation qui n'était pas mon fort initialement. Là, vous devez être au taquet, là. Oui, tout à fait. Votre vie personnelle, elle s'en ressent, parce que j'ai lu, parce que c'est intéressant, est-ce que vous avez encore le temps de faire du sport, de la montagne, de la voile, vous aimez la mer, enfin, est-ce que tout ça était aussi dans la réflexion globale de votre transformation de vie? Parce que ça oblige effectivement à avoir sa propre organisation. Et finalement, je consacre aussi du temps, par exemple au sport, parce que je fais beaucoup de sport, effectivement, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, et ça ne m'empêche pas de tout faire. En revanche, j'ai des semaines qui vont du lundi matin au dimanche soir, mais ça, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Donc sur le bateau, vous êtes toujours en train d'envoyer ou en train de grimper en montagne? Non, mais je fais du surf. Comme ça, sur le surf, il n'y a rien. Vous n'avez pas le téléphone avec vous. D'un point de vue concret, vous reviendriez en arrière, ou la vie que vous êtes inventée depuis un an, un peu plus d'un an, elle vous va comme un gant? Non, elle me va plutôt bien. J'ai pas vraiment envie de revenir en arrière, non. Non, elle me va bien. Et je trouve que je me sens plus utile, je me sens plus efficace, je m'épanouis davantage dans cette multi-activité, multi-patron, effectivement. Et j'y ai gagné, c'était bien le thème de votre initial, j'y ai gagné de la liberté, en fait. Donc plus de patron, plus de liberté. Je trouve. Et j'ai le sentiment, à travers ce que vous nous racontez aussi, plus de sens aussi dans le retour que vous renvoient vos clients. Vous n'êtes plus dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de client. Ça change tout, ça? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Vous le dites mieux que moi. Je dis mais vous ne voulez pas le répéter, donc c'est ça. C'est ça. Juste avant de nous quitter, Catherine, quand même, la suite, vous la voyez comment? Vous allez, parce que c'est limité quand même, là, 8 clients, 8 à 10 clients, vous pouvez aller jusqu'où, là, en volume de... Ça ne sera pas en volume d'effectifs, par exemple, de salariés ou de clients, mais en revanche, ça va être dans le renouvellement, finalement, des clients. Certains clients sont sur un système d'accompagnement long, d'autres sur des accompagnements beaucoup plus courts. Très ponctuels. Très ponctuels. Pompiers ou consultants sur le long terme. Exactement. Ou des RH à temps partagé sur du long terme, sur des systèmes d'abonnement avec mon RH à moi, par exemple, ou quand je suis à mon compte, ça va être, par exemple, accompagner une PME en fort développement. En ce moment, il y a beaucoup de startups qui se développent beaucoup. Ah oui. Et qui n'ont pas de RH. Qui n'ont pas de RH. Elles ont besoin, à un moment, il y a une phase de croissance qui fait qu'elles ont besoin de s'organiser, d'organiser la fonction. Et là, moi, j'arrive, je les aide là-dedans. J'essaie de comprendre la culture d'entreprise, de m'adapter. Il faut être un peu caméléon aussi. Et j'organise la fonction RH, je recrute une RH parfois, et ensuite je leur laisse vivre leur vie. J'ai vu aussi que vous alliez jusqu'à donc recruter. C'est-à-dire que vous dites à l'entreprise, je vais arrêter la mission, mais ne me demandez pas de devenir salarié. Je ne veux plus de patron. C'est ça. En revanche, je vais vous retrouver la bonne DRH qui sera, elle, du matin au soir. C'est bien ça la stratégie. Ça. En fait, vous nous racontez sur ce plateau que vous avez inventé un métier où vous avez réussi à fortifier votre liberté, à la rendre plus forte et plus belle. En tout cas, moi, je m'y trouve plus libre. Voilà, ça me convient bien. Merci Catherine Magendie, DRH à temps partagé et consultante, parce qu'il y a les missions très ponctuelles de RH. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi les grosses missions PME? Parce que peu de licenciements, si j'ai bien compris, mais c'est quoi? C'est de du développement, de la les payes, il y a des spécialistes pour ça aujourd'hui. Ça, c'est fait. En revanche, souvent, ça demande de s'organiser. Est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise? Donc, c'est plutôt une décision d'organisation, de process aussi, et puis d'accompagnement managérial beaucoup sur ces entreprises-là. Aujourd'hui, les enjeux RH, ils sont très forts dans le recrutement, dans la fidélisation, dans la marque employeur. Elles galèrent, les entreprises. Oui, elles galèrent, oui, clairement. Ça, donc, il faut les accompagner aussi depuis la phase de recrutement, d'intégration, de fidélisation. Oui, tous ces sujets-là sont vraiment d'actualité. Oui. Donc l'enjeu, ça c'est le recrutement, c'est les enjeux de rétention et de recrutement pour avoir les compétences. Oui, tout à fait. Merci Catherine Magendie de nous avoir rendu visite, et puis bon vent, puisque je crois que vous aimez bien l'eau. Je ne sais pas si on le dit pour les surfeurs, bon vent, mais si un peu. Il ne faut pas trop de vent. Il ne faut pas trop de vent. Bon, j'ai dit une bêtise. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Smart et réglo, la semaine des 4 jours. Tiens, ça fait écho avec le sujet qu'on vient d'avoir. Alors, c'est plutôt la semaine des 7 jours pour Catherine Magendie. La semaine des 4 jours, on en parle tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, on parle de la semaine des 4 jours, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de télétravail.
Mais il y a la formule de la semaine des 4 jours qui intéresse certaines entreprises. Et on va en parler avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social au cabinet Franklin. Je le présente comme ça. Il y a une dualité entre, il y a le télétravail qui est parti très fort, mais il y a aussi la semaine des 4 jours. Oui, c'est une nouvelle modalité pratique d'organisation collective du temps de travail qui est développée dans quelques pays européens et au Japon et qui commence à arriver en France et qui intéresse les TPE et les PME. Les employeurs constatant qu'il y a un meilleur contrôle et une meilleure productivité par ce biais-là que par le biais du télétravail, en effet. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le télétravail, on est loin du collaborateur. Là, avec la semaine des 4 jours, on perd une journée, mais il est là. Absolument. La journée est concentrée. Généralement, la durée journalière passe de 8h à 8h45. Les journées sont plus intenses, mais il y a moins de temps de pause. Et donc, il y a une meilleure productivité en conséquence. 64% des salariés, quand on les interroge, et les sondages reviennent régulièrement, souhaitent bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur travail. Ça ne se heurte pas à la culture française, tout ça ? Si. Un peu quand même, parce que la France, elle n'est pas tout à fait encore... Ça se heurte au travailler plus pour gagner plus, ouais. À la semaine de 5 jours. C'est une révolution quand même, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle manière d'envisager le travail sur une semaine. Ça implique beaucoup d'organisation de la part des DRH, parce que ça passe par un travail par roulement, et aussi la prise en compte de certains métiers qui ne peuvent pas pratiquer la semaine de 4 jours. Myriam, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas tout le monde s'arrête le vendredi. Quand vous dites un roulement, ça veut dire que le DRH, il a un planning où des gens disent moi ça sera le lundi, moi ça sera le mercredi, moi ça sera le jeudi. On est d'accord ? Alors généralement... Parce que c'est compliqué là après. C'est compliqué, mais il y a des jours de prédilection. Donc, ce qu'on constate dans les entreprises, dont Welcome to the Jungle, il y a aussi AXA Wealth qui a mis en place cette modalité, c'est que les jours de non travaillés seraient plutôt le mercredi, le vendredi, voire pour certains le lundi. Donc, ça correspond finalement aux jours posés par les salariés pour télétravailler, où, on ne va pas se mentir, on a du mal quand même à les contacter. Le télétravail implique généralement beaucoup de concentration de la part du salarié, mais dans certains cas, c'est compliqué. C'est dit. Oui. C'est dit, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à joindre le collaborateur. Oui. Loin des yeux, loin du cœur. Un petit peu. Donc, la semaine de 4 jours... Ça, c'est des retours que vous avez en tant que praticienne. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas se voiler la face. Mais c'est bien de l'entendre, on l'entend peu. Certains employeurs préfèrent passer par la semaine de 4 jours pour être vraiment proche de leurs salariés. Alors, un petit tour d'horizon, c'est intéressant, le tour d'horizon des pays européens qui sont déjà enclenchés. Oui. C'est quoi la carte des 4 jours en Europe ? Alors, vous avez la carte des 4 jours en Islande. Vous l'avez également... tous les pays passent par 4 jours, mais à titre de test, c'est très particulier. Il y a l'Espagne qui a lancé un gros test. Voilà, sur 200 entreprises qui participent à un test géant sur des modalités de 4 jours. Vous avez également l'Islande avec 2500 salariés qui sont concernés dans plusieurs secteurs d'activité, la Grande-Bretagne. Et le cas le plus intéressant, c'est le cas japonais, avec un gouvernement conservateur qui a mis en place le travail sur 4 jours. Et on a constaté que la productivité de la filiale de Microsoft dans ce pays passait à 40%. Une hausse de productivité de 40%. Ça fait réfléchir, effectivement. Ça fait réfléchir parce que les salariés sont plus productifs, ils sont plus concentrés, ils sont plus épanouis dans la relation et le partage entre vie privée et vie professionnelle. Plus impliqués. On sent que vous portez la formule. Alors, je ne sais pas si vous la vendez à vos clients, mais c'est eux qui viennent vers vous. Vous leur dites, mais observez bien Alors, pour certains types de sociétés, donc PME, TPE, et dans les nouvelles, plutôt dans le secteur des nouvelles technologies, ou dans les petites sociétés financières, taille moyenne, parce que d'un point de vue pratique, le travail sur 4 jours avec le roulement, est assez compliqué. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un des points négatifs, c'est quand même une sorte pour certains, un dilatement du lien social, puisque lorsqu'on fait un grand roulement, certains salariés ne se voient pas. Donc il faut organiser d'autres événements, mais c'est vrai que dans ces secteurs-là, il y a des événements festifs qui permettent de rattraper un petit peu. Ouais, les soirées rooftop, quoi. Ouais, un petit peu, oui. Quand même, vous nous dites, c'est très utile. Les patrons, les grandes entreprises commencent à y réfléchir de plus en plus. Il y a des modèles européens, mais on est bien d'accord. Là, je m'adresse à l'avocate. On est bien toujours sur 35 heures, puisque certains évoquaient quand même la semaine des 32 heures. Non, mais sur le plan du droit. Oui, on passe à 32 heures. On est à 32 heures, payé 35. Ça dépend. Alors, oui. Il est vrai que lorsqu'on passe par un accord collectif, il y a une négociation, et on arrive dans ces sociétés-là à garder la rémunération, le même niveau de rémunération. Mais généralement, oui, il y a une baisse de rémunération.
qu'on peut rattraper autrement par des bonus, liés justement à la productivité. C'est ça. Donc en fait, il suffit de trouver une structuration entre durée du travail et rémunération suffisamment maligne pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça passe par un accord, on est bien d'accord. Il faut que les partenaires sociaux se mettent d'accord avec les DRH. Alors il y a 3 modalités juridiques. Vous avez soit la possibilité de relever d'un décret, donc de l'appliquer directement, comme c'est le cas dans les banques et dans le transport routier notamment. D'accord. Vous avez effectivement les accords collectifs de branche étendus qui le permettent, certains le permettent, ou des accords d'entreprise, donc effectivement une négociation avec les délégués syndicaux, ou par application d'un dispositif du Code du travail. Voilà. C'était le débat posé par Martine Aubry, enfin c'est pas pour vous embarquer sur un débat politique, mais la règle des 35 heures, quand on passait de 39 à 35, c'était que les 4 heures gagnées allaient créer de l'emploi. Oui. Là, on réduit le temps de travail. Donc ça veut dire que l'entreprise embauche ou on garde le même nombre de salariés? Alors jusqu'à présent, on n'a pas eu d'embauche, dans le cas concerné, d'embauche sur des postes à durée indéterminée, plutôt de l'intérim en cas de surcroît d'actifs. C'est ça, donc on compense par de l'intérim, mais pas de l'embauche nette en CDI notamment, voire même en CDD. À ce stade, non, pas encore. Après, c'est très récent comme dispositif. Oui, il y a l'expérimentation espagnole qui n'a pas encore rendu sa copie. Aucune. Et voilà, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, les premiers chiffres sont plutôt encourageants en matière de productivité. Myriam de Gaudusson, c'est un vrai plaisir de nous accueillir. Cabinet Franklin, vous êtes avocate spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci de nous avoir éclairés. On fera un débat d'ailleurs, on refera un débat sur cette semaine des 4 jours parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises que vous avez d'ailleurs citées pour certaines d'entre elles qui se sont engagées sur le chemin des 4 jours. On fait une courte pause et on va se tourner vers notre débat. C'est le futur du travail percuté par le numérique. Ça touche tous les métiers, les avocats, les notaires, l'assurance. À quoi va ressembler le travail demain? On va faire le point. Il y a la génération Z qui challenge. Il y a les métaverses, évidemment. On en parlera sur ce plateau. Et puis, il y a évidemment toute la transformation du numérique qui impacte votre travail. On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH et le débat de Smart Job chaque jour sur ce plateau. À quoi va ressembler le travail dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que vous serez des DRH augmentés? On met toujours le mot augmenté là depuis quelques mois, avec des outils tech, avec du métaverse. Est-ce que vous auriez un avatar pour faire des recrutements? Plus besoin d'humains? Toutes ces questions sont posées. On va parler évidemment des seniors, parce que certains sont un peu perdus et un peu dépassés. Puis il y a les jeunes qui arrivent, qui eux sont connectés, ont leur téléphone, ont leur banque en ligne et font du recrutement et se font recruter en ligne. Tout ça, évidemment, est assez compliqué. On va essayer d'y voir clair avec mes invités. Jérémy Lamery, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory et auteur de Métaverse et RH. C'est un livre qui va sortir dans quelques semaines. C'est ça? Oui. Chez octobre, chez Duno. Chez Duno. Et je sais que vous viendrez nous en parler dans le livre de Smart Job. Merci d'être avec nous. Julien Malorand, vous êtes, professeur en système d'information, co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC. Vous avez une expertise et un regard sur ce sujet, on vous écoutera évidemment. Et puis avec nous, Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous étiez il y a une quinzaine de jours en visio avec nous dans un débat sur la génération Z. Vous êtes associée de professeur à l'IESEG, on dit bien? J'ai bien dit? Exact, IESEG. J'ai eu une peur folle de prononcer ce mot. IESEG School Management, conférencière et spécialiste de cette génération Z avec ce livre chez Duno, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, sorti donc chez Duno et un prochain livre en préparation. Pour octobre 2023. Sur la thématique Manager la génération Z, avec beaucoup de témoignages de DRH, dirigeants. Je vais m'autoriser à vous poser à vous la première question, parce que professeur, vous êtes engagé sur cette question des métaverses, mais quand on vous pose la question de manière un peu académique ou journalistique, le futur du travail, vous le regardez comment et vous l'imaginez comment? Pluriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ne voient plus du tout le salariat comme une obligation ou comme une raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière très, très criant. Pluriel aussi dans le sens où ils se voient sur différentes technologies, ils ne se voient pas sur une seule et même technologie, ils sont en permanence dans une logique d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Et enfin, ils se voient passer d'une mission à l'autre de manière extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour plusieurs employeurs pendant la même journée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. J'allais y venir. Je pose la question, Élodie Gentina, ça coule de source, mais ce n'est pas la fin du travail au sens de la production
d'activité tertiaire ou industrielle, mais c'est la fin du rapport à un patron, à un rapport, à un lien de subordination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est un peu ça vers ce où on va, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat, la création de son entreprise, plus de liberté? Exact. En fait, quand on parle de l'entreprise de demain, on parle d'entreprise apprenante, partageante, l'entreprise archipel. En fait, le manager, le chef devient un manager. Le travail n'est plus au centre de tout. On peut se poser la question si la notion de métier existera toujours demain. Est-ce qu'on parlera de mission? Est-ce que le CDI existera toujours? Ça, c'est des questions que vous vous posez aussi? Ah oui, complètement. En tant que professeur, en tant qu'experte aussi? Bien sûr. Parce que les jeunes viennent percuter ces modèles, ces vieux modèles issus de nos usines, pour le dire simplement. Quand on parle d'engagement ou de loyauté, aujourd'hui, c'est complètement différent. Ils ont un sens à l'engagement qui est différent puisqu'ils sont dans l'instantanéité. Donc, ils ont une relation future qui est différente. Donc, quand on parle de plan de carrière, ça ne leur parle plus forcément. Ils ne sont pas prêts à attendre 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour rester dans la même entreprise, pour gravir les échelons. Ça m'avait agacé la fois dernière quand vous aviez dit ça. Ce n'est pas de votre faute, mais tout maintenant, tout de suite, avec une forme de prétention et d'exigence, peut-être un petit peu comme ça surévaluée, non? Il n'y a pas un peu comme ça un peu d'exigence un peu exagérée chez ces jeunes, là? Où ils ont raison tout de suite maintenant? On se croirait en 68. Oui, mais ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ils ne sont pas prêts forcément à faire tous les efforts. Parce que le travail aujourd'hui, ce n'est plus au centre de leur vie. C'est ça. Ils sont, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, exactement. Ce futur du travail, alors vous le portez à travers la question des métaverses, qui suscite d'ailleurs un débat, une controverse, enfin des inquiétudes. C'est quoi le futur du travail demain? Parce que j'évoquais les RH, ils sont en première ligne. C'est quoi? C'est du numérique partout? C'est une transformation digitale tous les 6 mois? C'est du métaverse? C'est quoi le monde du travail demain? Alors déjà, pour comprendre, quand on parle de futur du travail demain, c'est important de comprendre la place de la compétence demain. Puisque le travail, c'est des tâches productives rémunérées, et on ne peut pas être productif sans compétences. Et donc, en fait, à côté de mon activité d'entrepreneur, je suis également chercheur en psychologie sociale sur ce sujet, le lien entre compétences et performance. Et quand on pense au futur du travail demain, on pense à l'économie des compétences avant tout. Et donc, je reprends la notion de mission, voire d'activité. Donc, plus de métier, mais vers des fiches de poste à compétences. Plus des activités, voilà. Des activités, et en fait, on réorganise les compétences pour que ça crée de la valeur à un moment donné. Donc, le digital est en train de changer de beaucoup de choses dans les organisations, sur la manière dont on produit, mais sur la manière dont on travaille aussi. Et ça veut dire que demain, on parle des métavers, par exemple, on aura probablement des personnes immergées dans ces environnements virtuels, ce qui implique de revoir le droit social. J'allais venir. Ouais. Mais on aura plein d'autres modalités, et notamment on parle d'entreprises fluides, de liquid workforce, c'est-à-dire que les salariés vont et viennent, mais surtout les collaborateurs de l'entreprise demain sont peut-être plus dehors que dedans. Excusez-moi, je suis un ancien après tout, c'est un monde effrayant ou c'est le monde qui nous attend? Ou est-ce que c'est les deux d'ailleurs? C'est effrayant et ça nous attend. On peut voir le côté positif, c'est un monde en recherche de sens. C'est-à-dire aujourd'hui, on a connu cette épidémie qui a bouleversé beaucoup de choses. On a aussi en parallèle tout un tas de technologies qui arrivent à maturité. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes nos relations, on est presque tous d'accord pour dire qu'elles sont digitalement intermédiées. À chaque fois qu'on communique avec quelqu'un, il y a une technologie qui intermédie cette relation. Et ça, on n'y coupe pas. C'est vrai qu'on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc ça, aujourd'hui, ça donne énormément un champ des possibles nouveau par rapport à la pluralité, par rapport au fait qu'on peut travailler dans différents endroits du monde sans toujours avoir une obligation d'être dans les frontières de l'entreprise. Et donc ça, en fait, ils voient ça comme une opportunité de changement. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une évolution. La transformation digitale, elle est en cours, mais c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on a connu le salariat, on a connu le CDI. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme quelque chose qui est souhaitable. Même s'il reste un modèle encore il reste un modèle majoritaire. Hein. Bien sûr. Il faut le resituer quand même. Mais c'est grignoté. Élodie Gentina, sous l'angle sociologique, pas sous l'angle technologique, mais c'est ce monde-là qu'attendent les jeunes. Enfin, on n'arrive pas à savoir si c'est la technologie qui a imprégné le cerveau de cette génération Z et ceux qui vont arriver derrière, ou si c'est parce que cette génération pousse vers cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu l'œuf et la poule. Pour moi, quand on parle de jeunes, de toute façon, on dit c'est des digital natives. Ils sont nés avec le numérique, ils n'ont connu que ça. Donc ça fait partie intégrante de leur vie. Néanmoins, ils ont besoin de relations authentiques. Moi, je dis, voilà, le smartphone permet d'approfondir une relation, mais la vraie relation, elle se crée dans le réel, à l'école, par la famille, par ce qu'on appelle la socialisation. Et on voit bien, quand ils ont un entretien de recrutement,
On les attire via le digital, etc. Mais ils ont besoin d'aller dans l'entreprise et de rencontrer non pas uniquement les RH, mais l'équipe. Oui, pour voir, oui, bien sûr. Le manager, les équipes et ceux avec qui ils vont bosser. Réelle. Exactement. Parce que vous me disiez, sans paraphraser, c'est qu'ils cherchent aussi des copains dans l'entreprise. Non, mais ça paraît un peu naïf de le dire comme ça, mais quand on rentrait dans une boîte, on allait faire 40 ans dans une entreprise, on n'allait pas chercher un copain, on allait chercher un salaire pour nourrir sa famille. Là, ces jeunes, ils vont chercher du réseau social, du lien social. Enfin, c'est un autre monde. Moi, je vous vois sourire. Ces jeunes je parle comme un vieux. Hein, non, mais c'est ça. En fait, on parle aussi de fidélité. Est-ce qu'ils sont toujours fidèles? On dit ils sont zappeurs, etc. Peut-être qu'on change le terme de fidélité. La fidélité a évolué. Ils sont peut-être moins fidèles à l'entreprise, mais ils sont plus fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent leurs copains. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing tribal. C'est plus la marque en au-dessus, c'est leur équipe. Le réseau. Le réseau. Le réseau, les Donc on en revient au bio-numérique. Absolument. Mais la relation humaine reste plus que jamais au centre. Quand on parle du digital, de transformation, des fois on a tendance à avoir une image déshumanisée de cette société. En fait, je pense que c'est tout sauf vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'humain et la relation, quelle qu'elle soit, de manière parfois complètement déhiérarchisée, est au centre de ces échanges. Un mot sur l'IA, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on a une relation, il y a une intermédiation numérique. L'intelligence artificielle, j'évoquais les métaverses, qui est l'aboutissement, mais il y a déjà l'IA, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données compilées, qui fait qu'à un moment donné, l'humain disparaît. C'est ça le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de métiers qui disent, si on veut, rien qu'avec la data, on n'a plus besoin de génération Z, on n'a plus besoin de seniors, on a juste besoin de nourrir la machine. Est-ce que j'exagère ou pas ? Alors, dans un sens, non, mais c'est pas, disons que c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Dans les tâches qu'on produit au quotidien, on a des tâches qu'on va appeler routinières et des tâches non routinières. Tâches routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière. Finalement, c'est assez facile de finir par les expliquer à une machine et de faire en sorte qu'une machine les fasse à notre place. Et mais ça, c'est confortable. À terme, les fera mieux. Ouais. C'est ce qui se passe, c'est ce qui a commencé à se passer avec la révolution industrielle. On ne parlait pas d'IA, on parlait de mécanisation. Mais depuis les années 70, c'est ce qui commence à arriver sur l'école blanc avec la digitalisation et sur tout un tas d'autres tâches routinières, notamment manuelles. De plus en plus, le sujet de l'IA, qu'on appelle de l'IA forte, c'est de commencer à gérer les tâches non routinières. C'est-à-dire, nous, quand on s'adapte pour faire quelque chose, la vraie intelligence. On a notre cerveau, la vraie intelligence, la capacité à s'adapter. La promesse de l'IA demain, c'est d'arriver à faire ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des algorithmes émerger capables de produire des contenus extrêmement réflexifs, que ce soit des textes ou des images. Dans les médias, les journaux entiers. L'algorithme GPT-3 ou l'algorithme DALI. On regarde le Washington Post qui écrit, je crois, 10 à 20% de ses articles par une IA. Donc on voit aujourd'hui en fait que les algorithmes commencent à produire certaines tâches non routinières, mais à faible complexité. Bon. Quand une IA commence à gagner un concours d'œuvres d'art, là, on se dit, il se passe quand même quelque chose. En revanche, derrière, il y a quand même des humains pour paramétrer tout ça. C'est vrai. Et tout le monde ne pourra pas devenir informaticien ou développeur. Ça ne détruit pas le travail, ça le déplace. C'est ce qui se passe à chaque fois dans chaque révolution. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse notre société est capable d'accompagner les gens vers ce déplacement de compétences. Ces jeunes et l'expertise que vous avez, on a quand même soulevé deux sujets. Alors le métavers, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais vous entendre aussi, parce que quel est le rapport de ces jeunes générations Z au métavers, c'est-à-dire l'idée d'avoir un avatar et de vivre dans un monde virtuel. Ça, c'est un premier sujet. Puis le deuxième, c'est quand même le modèle éducatif et le modèle du travail. Le modèle éducatif est plus du tout adapté à ce qu'on nous décrit sur le plateau. Enfin, c'est-à-dire, on est encore dans des modèles classiques et on nous dit que c'est des sommes de compétences qui vont faire la qualité d'un collaborateur. Enfin, je veux dire, ça colle plus. C'est clair qu'on peut se poser la question aussi du rôle de l'école, de l'éducation nationale. Et quand on pose la question à ces jeunes, est-ce que tu crois encore en l'école ? 34% disent oui. Et en entreprise, ils disent, je vais plutôt apprendre de l'entreprise à 56%. C'est ça. Donc en fait, tout à l'heure, Jérémy le disait, on est dans une société fluide. On apprend au-delà des frontières de l'école. On doit vraiment se questionner sur quelle doit être notre méthode d'apprentissage, développer l'esprit critique, la connexion, la coopération, les apprendre aussi sur la digitalisation, la programmation dès le plus jeune âge, etc. 65% des élèves de CE2 ne savent pas encore quel métier ils exerceront demain, puisque les métiers n'existent pas encore tous. C'est tous les métiers qu'on n'a pas encore inventés. La question du droit du travail, elle est clairement posée. Alors, il n'y a pas d'avocat sur ce plateau, mais on voit bien que le métaverse pose ces questions. Je fais une réunion métaverse d'un niveau incroyable, mais je suis en métaverse. Est-ce que je suis en train de travailler ? Est-ce que c'est mon avatar qui travaille ? Enfin, toutes ces questions-là sont posées. C'est ça le futur du travail aussi, c'est une forme de dérégulation, je dirais, des modèles du XXe siècle ? Dérégulation, je ne sais pas, mais en tout cas... C'est un mot politique, quand on dit déréguler. L'idée véritablement est là, c'est-à-dire qu'il faut réinventer un cadre du travail, il faut réinventer même peut-être un cadre constitutionnel qui nous permet de
comprendre comment est-ce qu'on va gérer son avatar, comment est-ce qu'on va gérer les données issues de son avatar, parce que là, on est face à une nouvelle forme de données. On parle des données qui sont générées par les utilisateurs. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Aujourd'hui, le cadre, à la fois du travail, mais même régulationnel au sens large, n'est pas prêt pour ça. Mais on commence à avoir des avocats qui se concentrent sur les NFT, sur ces sujets de... Il y a des enjeux de droit. Élodie Gentina et Julien. Si on parle aussi de ça, on peut parler aussi du contrat d'exclusivité. Est-ce qu'une entreprise doit encore imposer un contrat d'exclusivité, sachant que un quart des actifs exercent une deuxième activité rémunérée? Oui. Et qu'on encourage d'ailleurs à ça. Hein. Exactement. Ouais, cette question d'exclusivité, elle tombe. Un jour, comme Welcome to the Jungle, le mercredi ou le vendredi, les collaborateurs ne travaillent pas, ils ont un jour off pour faire autre chose. Et Welcome to the Jungle est quand même beaucoup cité aujourd'hui dans notre émission, parce que l'avocate qui est venue juste avant nous parler de la semaine des 4 jours et évoquait le modèle Welcome to the Jungle. Le métaverse pour les RH, pour juste le rendre focus, parce qu'on voit qu'il y a un côté ludique, on a son avatar, on se balade, tout ça est sympathique. Pour les RH, utile ou pas? Parce qu'il y a des RH qui nous disent, après tout, c'est peut-être plus simple de faire du recrutement sur Metaverse. Ça casse les barrières, on est moins angoissé, c'est l'avatar qui parle. Vous y croyez ou pas, comme outil de recrutement? Déjà, il faut qu'on soit clair sur la notion de métavers. Le vrai métavers. Le métavers aujourd'hui n'existe pas. Bon. C'est pas parce qu'on met des lunettes de réalité virtuelle qu'on est dans un métavers. Derrière la notion de métavers, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais il y a de nombreux principes autour de la décentralisation de certains actifs, autour du niveau d'immersivité, de fidélité visuelle. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. On peut, et puis en plus, quitte à promouvoir un concept de métavers, autant qu'il soit acceptable. Aujourd'hui, on va parler de plateforme de réalité virtuelle. D'accord. On peut parler de l'exemple de Carrefour qui a cherché à attirer des talents de la data dans un environnement virtuel sur Sandbox. On peut parler. Ça a marché d'ailleurs. Alors, ça a marché, mais moi, je relativise, c'est-à-dire bravo à Carrefour d'avoir entrepris ça. Ouais, ils sont innovants. Il y avait quand même le PDG Bompard qui était là devant les 30 étudiants. Donc, c'est-à-dire hors métavers, est-ce qu'ils n'auraient pas eu le même résultat? Là, actuellement, ils ont 7 candidats en processus de recrutement sur les 30 qu'ils ont rencontrés en mai. Et sur une filière métavers. Donc, non, data. 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 C'est-à-dire que le métavers était l'environnement virtuel était un prétexte pour attirer les étudiants et leur dire c'est un peu innovant. C'est un peu innovant, mais cet environnement virtuel, quand on le regarde, était similaire à ce que Second Life faisait en 2004. D'accord, donc finalement pas si innovant que ça. En fait, l'environnement virtuel n'était pas du tout innovant. Ce qui était innovant, c'est de dire un PDG se déplace dedans, parce qu'à l'époque de Second Life, c'était plus des forums virtuels, des choses comme ça. Là, c'était quelque chose de très VIP. Vous qui avez un regard à la fois d'expert et de chef d'entreprise, est-ce que c'est utile pour le RH d'avoir ces outils métaverses? Parce qu'ils sont très sollicités, les RH, quand même, en ce moment, par tous les outils numériques. Il n'y a pas une journée, ils n'ont pas un appel pour le bon logiciel, la plateforme SaaS, le fait d'avoir des outils aussi pour traquer les salariés, pour voir s'ils ne vont pas partir. C'est quand même un vrai sujet, ça, quand même, qui vient contredire, d'ailleurs, tout le débat qu'on a sur la liberté et les entreprises fluides, parce qu'il y a quand même des boîtes qui traquent les salariés. Bien sûr. Après, on a quand même en France et en Europe des protections. Quelques règles. Voilà, certaines protections qui nous évitent des grosses dérives. Il y a encore des améliorations à faire et des cadres éthiques à poser. Mais si on revient sur le sujet du métavers, de la réalité virtuelle, on a 3 grands usages auxquels on peut penser. La marque employeur, c'est-à-dire faire de la pub là où sont les gens. Pour l'instant, ils n'y sont pas. C'est pour ça que je dis que le luxe, un peu relativiser. Oui, mais c'est parce qu'ils prennent le sujet en avance de phase, mais les gens ne sont pas encore dedans. Les gens, au niveau mondial, on doit avoir 2 millions d'utilisateurs quotidiens des environnements virtuels qui existent, Sandbox, Decentraland principalement. Donc ça reste encore très très faible. Juste Julien, vous en pensez quoi de ce métaverse? Avec le regard de l'expert que vous avez, c'est un outil RH? Ça peut devenir un outil RH? Ça peut le devenir, aujourd'hui ça ne l'est pas. Aujourd'hui on a un appel d'air médiatique extraordinaire lors de ces derniers mois, principalement avec l'annonce de Meta. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, d'outils, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'on imagine communément autour de ces technologies. Donc il va falloir créer cela. Ce que rappelle Gartner dans son Hype Cycle, qui montre les tendances technologiques, Gartner dit que le métavers c'est pour dans 10 ans au moins. D'accord, on a un petit peu... Mais votre génération Z, sur la tech, vous nous avez dit qu'ils étaient digital natifs, c'est vrai. Moi, j'ai eu des études sur ce plateau où ils nous disaient les jeunes se débrouillent pas mal pour aller voir TikTok et les plateformes et ainsi de suite, ça ils le font très bien. Mais dès qu'il faut un tout petit peu creuser un peu plus en fond la gestion informatique, en fait, ils n'ont pas vraiment de compétences. Non, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ils savent surfer sur leur iPhone, quoi. Ils savent chercher de l'information de manière très rapide. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont ce fonctionnement-là dans leur cerveau et dans leur manière de réfléchir, c'est de l'instantanéité. Ils sont très créatifs, ils aiment bien créer des vidéos, c'est pourquoi TikTok fonctionne très bien.
Et ils ont besoin d'être tout le temps connectés, donc ils vont utiliser le smartphone pour être avec leurs copains, etc. Mais par contre, prendre du recul sur l'information, c'est le software, c'est ça. Ça, c'est plus difficile. Développer l'esprit critique, c'est plus compliqué. Je dois réagir. Un dernier mot, parce que attention, être bon sur TikTok et sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on est un bon informaticien. Non. En tant qu'école, on est en train de se former à ces nouveaux métiers. On est vraiment en train de plus en plus, on voit des gens qui sont même intéressés par la data. Nous, on a des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, Data Science and Business Analytics, où véritablement, là, les gens veulent être à la fois des managers et aussi des ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel il y a un véritable appel d'air en termes d'intérêt sur ces formations. Mais c'est en train de se mettre en place et ça se met à l'échelle du bachelor, de master et autres. Mais on ne va pas former des populations extrêmement larges. Il va falloir étendre ces compétences, faire des soft skills, pas simplement les compétences d'ingénieur. Merci à vous, merci Élodie d'être venue sur notre plateau avec ce livre qui va sortir en 2023 et puis ce livre chez Duno qu'on peut se procurer sur cette génération Z du collaborateur. Du Z consommateur au Z collaborateur. C'est une approche, je comprends les jeunes dans la société et comprendre leurs caractéristiques dans la société permettra justement de prédire qui ils sont et comment ils seront dans le rapport au travail et dans l'entreprise. À suivre, parce que c'est un sujet important. On parle beaucoup aussi de cette génération Z sur le plateau. Jérémy Lamry, merci, CEO de Tomorrow Theory et auteur de Métaverse et RH. Il est disponible dans quelques semaines chez Duno et vous viendrez nous en parler. Puis Julien Malorand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur en système d'information, co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC. J'accélère un peu parce que nous sommes en retard. Merci à vous trois et on va continuer à creuser ce sujet régulièrement pour essayer de savoir comment les choses évoluent. On termine par fenêtre sur l'emploi, on parle de l'immobilier, c'est plus classique, vous allez voir, c'est assez innovant. On en parle avec justement la créatrice de Whitebird. On termine par fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, on va parler aussi peut-être d'un nouveau concept, une nouvelle approche autour de l'immobilier, des métiers de la gestion immobilière qui recrutent. On va en parler dans quelques instants. Et on en parle avec Delphine Merle. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Whitebird, qui est un très très joli titre de nom d'entreprise qui donne effectivement une espèce d'élan, comme ça, l'oiseau qui s'envole. Alors vous avez eu une grande partie de votre carrière, toute votre carrière d'ailleurs, dans l'immobilier, on est d'accord ? Exactement. Unibail, l'immobilier. Puis ensuite, vous êtes devenu vous-même votre Whitebird, vous avez créé votre entreprise, celle-ci Whitebird 2020. La gestion du patrimoine ou la gestion immobilière, pour le dire en mots un peu crus, c'est vous gérez des syndics, vous gérez des bailleurs, vous gérez la vie. Et quand on a tous été propriétaires et qu'on l'est, quand on a la chance de l'être, on voit ce que c'est. C'est quand même un métier qui n'est pas facile. Alors c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui est extrêmement intéressant. Et quand il est bien opéré, c'est un métier qui est passionnant et en fait au travers duquel on a un vrai impact sur la vie des gens. Et donc c'est un métier qui finalement, quand on creuse, est très valorisant. Disons-le tout de suite, c'est un secteur qui est en manque de main-d'œuvre. Exactement. Là, vous avez 50 collaborateurs chez Whitebird. J'imagine que vous êtes à la recherche de collaborateurs. Vous ne trouvez pas. On a eu un débat il y a quelques minutes sur la notion de métier et de compétences. J'ai le sentiment que dans ces métiers, on cherche plutôt des compétences. Tout à fait. C'est un métier qui finalement couvre une palette très large. Un bon gestionnaire en syndic doit savoir comprendre la comptabilité, comprendre énormément d'aspects juridiques, avoir aussi beaucoup d'aisance relationnelle, puisqu'on gère des copropriétaires, la vie en communauté. Vous souriez parce que c'est plus que de l'aisance relationnelle, c'est de la psychologie. Presque, parfois oui. Voilà. Parfois on en est là. Et en fait, c'est un métier dans lequel on est un vrai chef d'orchestre. Et donc c'est un métier dans lequel on doit aussi pouvoir comprendre des travaux, piloter des travaux au sens organisé. On n'est pas, trouver les bons Exactement. artisans ou les entreprises qui le feront. Exactement. Et puis et s'assurer que finalement la solution proposée par les entreprises est la bonne pour l'immeuble dans le cadre d'une stratégie patrimoniale qu'on dresse avec la copropriété sur le long terme. Il y a en fait deux visages au métier que vous recherchez. Il y a une facette technique, il faut avoir des compétences techniques, et vous le redites, mais c'est important, il faut des compétences humaines, parce que quand on fait des réunions de copro et que eh bien Whitebird a ses représentants,
il faut être quoi dans une posture d'écoute, il faut être autoritaire, il faut savoir imposer. C'est quoi les qualités, les soft skills de celui qui est autour de la table et qui a les 40 propriétaires en face qui sont jamais contents en général? Tout à fait. Ah, si, quand même, parfois, ils sont contents. Ils sont contents quand même. On arrive à ce qu'ils soient contents. Voilà, vous les rendez contents à la fin. Oui, alors c'est vrai que l'écoute, vous l'avez mentionné, c'est effectivement très important. Alors je dirais pas autoritaire, mais je dirais de la fermeté, parce qu'effectivement il faut animer ces réunions. C'est un peu l'organe, enfin l'Assemblée générale de copropriété. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent ça, qui trouvent ça très pénible. Mais quand c'est bien mené, c'est vraiment un moment où en fait d'échange. Voilà, d'échange et finalement on construit la stratégie de l'immeuble pour une année. Donc c'est un moment important et quand c'est bien préparé, qu'il y a eu un travail tout au long de l'année, finalement c'est un moment qui peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense et plus agréable. Oui, c'est ça, parce que c'est pas toujours un moment très agréable. J'ai des souvenirs qui sont un peu douloureux. Quand même, l'enjeu climatique, énergétique, parce que vous avez un rôle très important. Combien de bailleurs, combien de clients vous avez là aujourd'hui dans votre portefeuille? Alors, en syndic, on a presque 9000 copropriétaires. On a un peu moins de 1000 clients bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui nous ont donné en gestion leurs biens, donc un studio, un appartement, etc. Et on a également un volet pour les investisseurs institutionnels. Pour investir et bien investir en résidentiel. Hein. En résidentiel et pour les professionnels, on fait toutes classes d'actifs, donc on gère aussi du commerce, un peu de bureau, de la logistique. Oui, donc enfin, vous avez élargi la palette. Les enjeux environnementaux climatiques, dans les syndics de copro et même dans la gestion directe que vous avez, vous avez quand même votre mot à dire. Enfin, vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait dire, écoutez, là, en l'état actuel, l'immeuble que vous avez, c'est pas possible, il n'est plus aux normes. On est tout à fait d'accord et d'ailleurs... ça, c'est compliqué aussi à dire. Quelques années, on proposait systématiquement les diagnostics énergétiques. Oui. Et en fait, on se rendait compte que très peu de copropriétés votaient ces diagnostics énergétiques. Donc, effectivement, la réglementation est venue durcir un petit peu tout ça. Là, ça se durcit, là, oui. Ce qui est très bien, puisqu'en fait, à un moment, il faut quand même poser un diagnostic, puisqu'on a certains immeubles qui effectivement, sont bien d'un point de vue... d'autres qui sont mais plus aux normes. Catastrophiques, mais encore faut-il le savoir. Alors, on a évidemment des intuitions. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment déjà de poser un diagnostic. Et je crois que ça, c'est très important, puisqu'en fait, les plans d'action qu'on doit bâtir avec les sachants, avec les entreprises qui sont spécialisées dans ces travaux-là, d'abord, il faut savoir ce qu'on a envie de faire et est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions. En quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous cherchez combien de collaborateurs? C'est l'occasion de faire passer le message. Alors, on cherche tout le temps des collaborateurs, puisqu'on a la chance de grossir assez régulièrement. Donc on cherche des gestionnaires en gestion locative, en syndic. Alors surtout, venez, franchement, c'est un métier canon. Non mais ça a l'air idiot, mais c'est génial. Je le dis parce que c'est un métier fantastique. Donc, et très varié surtout. Et très varié. Donc n'hésitez pas, on cherche des comptables et aussi ce qu'on appelle les CSM. Donc nous, on a organisé comme ça, on a des centres de gestion de la relation client. C'est ça. Et ça, c'est très important parce que dans notre métier, il y a à la fois des sujets extrêmement stratégique et puis il y a plein de petits sujets qu'il faut traiter de façon très réactive. Merci de nous avoir transmis votre passion de ce métier, de nous avoir donné envie de pousser la porte de Whitebird. Delphine Maire, merci, cofondatrice de Whitebird. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la gestion immobilière et c'est un métier passionnant. Voilà. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, c'est la fin de notre émission. Je ne vais pas perdre de temps. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment chaque jour. Merci à Romain qui faisait son grand retour dans Smart Job. Merci à Héloïse pour le son et merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et pour tous vos messages. Je vous dis demain. Bye bye.